Bien. Eh ben, c'est une émission très difficile qu'on va faire parce que... Très compliqué, parce qu'à deux, sans auditeurs, sans intervenant, sans invité, c'est très Daniel dur. Amiche, est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, ne pas couper la parole de vos invités? Oui, Serge de Becquet. Merci. Donc comme ça, alors d'autant que je suis pas l'invité, je suis l'invitant, mais tu seras l'invitant aussi, je serai l'invité. Voilà, donc je disais que c'est une émission qui va être difficile parce que elle est pré-enregistrée Oui. Comment dire en anglais, pré-enregistrée, comment dire en français? Nous sommes le 18 décembre. Et c'est une émission qui devrait être diffusée le 25 ou voire le 1er. Oui, c'est ça. Si affinité, voilà, on peut le 1er aussi, on peut la rediffuser. Quand j'ai demandé à Daniel d'enregistrer cette émission, ou plus exactement quand je lui ai proposé de l'enregistrer, mais enfin ça c'est des considérations qui n'ont rien à voir avec le débat, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'on allait faire, bien entendu, parce que c'est très difficile d'enregistrer une semaine à l'avance, et encore plus 15 jours à l'avance, bien sûr, parce que si ça se trouve, étant donné la situation internationale, vous écouterez cette émission à un moment où nous serons tous transformés en chaleur et lumière. C'est possible. Peut-être que des grands événements internationaux se préparent, mais je ne pense pas. Jusqu'au 26 décembre, on est tranquille. Par exemple, l'Irak ne sera pas attaqué. Puisque non, parce que les reliques de Sainte-Thérèse sont à Bagdad jusqu'au 26 décembre. Donc, et pourquoi elles ne restent pas plus longtemps, alors? Elles sont restées un mois. Elles sont arrivées le 21 novembre, elles repartent le 26 décembre. Et qui est-ce qui a fait ça? J'étais même pas au courant. Eh bien, c'est le Carmel, enfin, je ne sais pas, c'est Lisieux, non, c'est ça, l'été du Carmel de Lisieux. Oui. Et alors, les reliques de Sainte-Thérèse sont d'abord allées au Liban. Elles sont restées 15 jours, 3 semaines au Liban, et là elles restent presque un mois à Bagdad, enfin en Irak, puisque ça a commencé à la cathédrale de Bagdad, puis une fois qu'ils ont fait le plein des catholiques de rite melkite ou je sais pas quoi, tous les autres chrétiens orthodoxes sont venus vénérer, puis maintenant c'est le tour des musulmans, comme il y a beaucoup de plus musulmans en Irak qu'il n'y a de chrétiens, donc ça risque de durer un certain temps. Les musulmans ont une dévotion pour Sainte-Thérèse. Extraordinaire, c'est absolument extraordinaire, oui, c'est par dizaines de milliers, par centaines de milliers que les gens viennent vénérer la sainte. C'est un coup d'arnaque, ça, c'est pour nous faire aimer les musulmans que tu racontes ça. Non, c'est pour nous faire aimer les musulmans qui aiment notre petite Thérèse. C'est bien comme on a un point commun avec eux, on a Sainte-Thérèse. C'est extrêmement difficile de les détester, alors. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être plus aimables en Irak qu'ils le sont dans d'autres latitudes. Oh, ça, c'est des propos qui sont politiquement incorrects. J'ai dit peut-être, hein. Ah bon, peut-être, ça va. Voilà, ça commence fort, hein. Donc, Sainte-Thérèse est là-bas. C'est bien, ça. Ouais. Au moment où on parle et au moment où nous parlons et au moment où on va diffuser sans doute la première fois cette émission, les reliques de Sainte-Thérèse seront toujours en Irak, puisque là maintenant, elle est restée, je crois, 10 jours à la cathédrale de Bagdad, et puis après, alors tout le monde la veut, toutes les églises, toutes les mosquées, tout le monde veut absolument avoir Sainte-Thérèse partout en Irak. Et alors il y a un grand concours de population. Et surtout, les autorités officielles sont toujours là. Donc l'armée présente les armes, enfin tous les ministres, les sous-ministres viennent vénérer. Oui, mais ce qui ne se passerait pas en France. Mais c'est pas incroyable. Si, ça se passe, ça s'est passé en France. Où est-ce qu'on a vu l'armée présenter les armes à un saint depuis... pas encore. Bon, mais ça va venir. Ouais, ça quand viendra. on aura le roi. Oui, quand on aura le roi. Ouais. Mais je vais poser une question désagréable, comme c'est ma spécialité. Si vraiment... Je vais essayer d'y répondre agréablement. Oui, comme c'est ta spécialité. Si vraiment les reliques de Sainte-Thérèse peuvent retarder ou empêcher le génocide des Irakiens, pourquoi on ne les laisse pas là-bas ? Moi, c'était aussi mon idée, c'était de la laisser aussi longtemps que la commission d'enquête. Enfin, tu connais cette commission d'enquête de l'ONU n'aurait pas tiré toutes les conséquences qu'elle avait à tirer de l'affaire. Mais bon, elle peut pas rester éternellement. C'est vrai que son ange lui avait dit, je crois, c'est ce qu'elle voulait être, Sainte-Thérèse, quand elle était toute petite. Elle voulait être missionnaire, apôtre, martyr. Enfin, elle voulait tout être. Et son ange et guerrière, tout. Et son ange lui a dit, tu seras tout ça quand tu seras monté au ciel. Ça n'a pas attendu longtemps, et depuis qu'elle est montée au ciel, c'est absolument incroyable. C'est une apôtre. Pour notre époque. C'est formidable. La petite Thérèse, c'est magnifique. Mais alors, j'ai l'impression que je me monte un peu du col en disant ça. Pourquoi tu te montes du col ? Parce que c'est quand même un personnage, si elle est capable d'arrêter Bush, bien sûr. C'est pas quelqu'un à qui on peut taper sur l'épaule, quoi. Sainte-Thérèse ?
Il faut taper sur l'épaule, je sais pas. Enfin, moralement, oui, parce que les saints sont très proches de nous. D'abord, infiniment plus qu'on ne le pense, qu'ils intercèdent tout le temps pour toutes les intentions qu'on leur propose ou qu'on leur présente, et s'intéressent tout particulièrement. C'est vraiment une sainte épatante et extraordinaire. C'est cette petite bonne femme, enfin, qui est morte à 23, 24, 25 ans, 26 ans, qui a jamais quitté son Carmel, a jamais quitté ni Lisieux ni son Carmel, et qui aujourd'hui est vénérée dans le monde entier. C'est la patronne des missions. C'est la patronne des missions. Ouais. Une petite carmélite qui n'a pas quitté son Carmel. Elle est docteur de l'Église. Elle est docteur de l'Église depuis 3 ans, c'est ça. Docteur de l'Église, c'est énorme, enfin bon. Ce qui montre d'ailleurs l'attachement que notre Sainte Mère l'Église a pour les personnes du sexe. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vrai que on comprend très bien pourquoi c'est un docteur de l'Église, parce que il y a cette nouvelle. Je vais parler comme les curés conciliaires. Oui. Cette nouvelle relation à Dieu. Oui. Qu'elle a créée, qu'elle a révélée. Oui. Elle a eu cette belle formule. Elle disait Dieu est amour. Il n'est qu'amour. Voilà. Profitons-en. Ben, évidemment, c'est ça qui est formidable dans notre bonne religion. Qu'elle soit conciliaire, comme tu dis, ou qu'elle soit non conciliaire. Comment, comme je dis comme tu dis. Tu dis les curés conciliaires, mais je pense que il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a beaucoup, surtout, c'est pas de l'ambiguïté, il y a beaucoup de malentendus sur cette histoire. Tu sais combien je suis écuménique et dialoguant. J'ai pas dit œcuménique, cher monsieur le censeur habituel, auditeur de Radio Courtoisie. Je suis écuménique et dialoguant, et je trouve que il y a comment dire, l'Église donne à des moments, on parle de Dieu maintenant, hein, puis on parlera peut-être d'autres choses après quand même. Hein. Oui, d'ailleurs, le programme, c'est Dieu, la France, le roi, voilà, pour simplifier. On va pas trouver plus beau programme pour 1h30 d'émission. On a bien démarré. À bâton rompu. Je voulais dire, dans l'histoire de l'Église, c'est vrai que le magistère, enfin l'autorité, met parfois l'accent sur tel ou tel aspect de la doctrine ou de la morale, en fonction des nécessités du temps. Alors je sais qu'il y a eu toute une polémique sur les questions de messe. Et notamment, on a beaucoup reproché à l'Église dite conciliaire d'avoir insisté sur le mystère pascal au détriment de la notion de saint sacrifice. Ce qui est à la fois vrai et faux, puisque la Sainte Messe est à la fois la commémoration de la mort et de la résurrection. Donc elle est à la fois sacrifice et saint sacrifice, et aussi mystère pascal, puisque c'est le mystère de la rédemption et de la résurrection. Donc parfois on se bat sur pour des choses qui ne sont pas contradictoires mais complémentaires, de notions complémentaires. Enfin, le fidèle de base dont je suis, il se bat pas là-dessus, il est pas gêné par ça. Ça, c'est des considérations de techniciens, d'experts, de théologiens. Moi, ce qui m'insupporte, c'est que la messe moderne, je vais dire un mot horrible, est emmerdante, point à la ligne. On s'ennuie d'une façon prodigieuse en dehors des sermons. Parce que c'est vrai que souvent, les sermons, on s'ennuie partout. Oui. Même, je dois dire, certains de nos bons pères. On n'est pas obligé de rester pour le sermon. On peut sortir sur le parvis. D'ailleurs, il y a même des endroits des églises où c'est indispensable de sortir sur le parvis pendant le sermon, parce qu'autrement on s'endort. Et je ne cite personne, hein, je dis, un constat personnel, quoi. Mais donc c'est pas tellement ça la question. C'est la première question qui se pose, que moi je me suis posée, c'est pourquoi ils veulent nous changer la messe ? Pourquoi ? Au nom de quoi ? Ça marche très bien depuis des centaines d'années. Bon, je vois pas la nécessité de changer pour le plaisir de changer. Comme disait Brassens, sans le latin, et je vous laisse conclure. Bon, la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est pourquoi les prêtres ont-ils abandonné les signes extérieurs de leur présence, la soutane notamment. Pas tous. Beaucoup. Pas tous, et moins maintenant. La tendance quand même a été comme inversée. Moi, je peux t'amener à cette table, oui, mais je sais. À ce micro, des jeunes prêtres qui disent, j'ai voulu porter, non pas la soutane, mais parce que la soutane, bon, ils considèrent que c'est dépassé et tout, ce qui est ridicule, mais enfin bref. Ils considèrent que c'est pas moderne, c'est pas pratique, ce qui est pas vrai. Moi, j'ai vu des prêtres en soutane jouer au foot, sans aucune difficulté. On retroussait la soutane, et puis hardi petit. Moi, je me souviens aussi très bien de ça, oui. Bon, en revanche, je dis... ne prenons pas l'accessoire. En fait, c'est un accessoire, pour le principal. Le principal, c'est que le prêtre, qui est une personne il est comme nous, c'est un être humain, évidemment, mais il a reçu un sacerdoce que nous n'avons pas. Et il faut que cette grâce particulière qu'il a reçue au service de la communauté, elle apparaisse aux yeux de tous sous la forme
d'un habit distinctif, comme les employés des postes ont un habit distinctif, comme les gendarmes ont un habit distinctif, comme les boueux ont un habit distinctif, comme les... c'est tout à fait normal. Ou les militaires... Je me souviens d'une histoire que m'avait racontée. Je crois que c'est le père Argouache qui m'avait raconté ça, de Riomont. Il était... Alors, je sais qu'il y a des... Il n'a pas de soutane, le père Argouache. Il a une coule. Ah bah oui, c'est pas une soutane. Bon, c'est encore plus visible. Et je crois que c'est lui, je suis pas absolument certain, mais il me semble que c'est lui qui m'avait raconté ça. Il était... alors, je sais que des auditeurs vont dire que c'est pas la place d'un curé, mais tant pis. Il était en train de boire un verre, de boire un demi par un jour de grande chaleur à la terrasse d'un bistrot. Et le garçon qui vient de servir lui dit vous êtes prêtre? Alors le père lui dit oui, bien sûr, ça se voit, non? Ah bah il dit oui, ça se voit, puis ça fait bien longtemps que j'ai pas vu de prêtre. Et la conversation s'engage sur ce thème, la soutane, l'importance de l'apparence. Et le gars finit par lui dire, le garçon, le serveur finit par lui dire, mais vous savez, moi, finalement, comme on reconnaît plus les prêtres, et puis depuis cette église-là, maintenant, c'est n'importe quoi, tout, ça fait au moins 10 ans que je me suis pas confessé. Et l'autre, qui naturellement laisse pas passer l'occasion, lui dit, allons-y. Moi, j'ai mes ornements, là, si vous voulez, on va dans le fond du bistrot et je vous confesse. Et il a confessé, ce garçon, qui s'était pas confessé depuis 10 ans. Voilà à quoi ça sert, la soutane. Tout à fait. C'est un signe. Alors, maintenant, on voit des curés honteux qui se baladent avec des cravates à pois, se faire des chemises à carreaux, comme c'est ça qu'on les reconnaît, d'ailleurs. Donc, c'est une autre forme d'uniforme. Mais, bon, mais c'est moins vrai. Encore, Serge, je crois qu'il faut être très honnête. Ce que je voulais dire, pardon, c'est que, il y a des jeunes prêtres aujourd'hui, qui sont formidables. Vraiment des jeunes prêtres conciliaires, qui sont des gens, ce sont des prêtres catholiques. Dis catholique. Mais il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs pièces dans la maison du bon Dieu. Oui, enfin. Et dans l'église aussi. Bon, c'est pas mon problème, c'est le problème du bon Dieu, ça. Moi, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Et qu'ils voudraient porter sinon la soutane, du moins au moins le clergyman. Oui. Et les évêques leur interdisent formellement. Certains évêques l'interdisent, c'est des questions de discipline, etc. Et quand il s'agit d'un vicaire, le curé, moi j'ai des exemples que je citerai pas ici, mais des exemples vécu de vicaires qui portaient un clergyman discret, c'est-à-dire qu'il y avait simplement un costume gris avec un pullover noir et puis un col en celluloïd qui dépassait, et le curé lui a dit tu arrêtes de te déguiser, maintenant tu vas t'habiller comme tout le monde. Ouais. Ben oui, mais justement le prêtre n'est pas tout le monde, et je pense que c'est une erreur. Mais très sincèrement, j'estime que la tendance n'est plus du tout ce qu'elle était il y a 20 ans. Alors, c'est fini. Il y a une page qui est tournée aujourd'hui. La plupart des jeunes prêtres que je connais, qui sont déjà curés de paroisse, des prêtres tout à fait. Bon, alors dans l'église visible, enfin l'église qui n'est pas traditionnaliste, ou je sais pas quoi, l'église quoi. Bon, parce qu'il y a toutes sortes de courants dans l'église, et puis c'est très bien comme ça. Hein. C'est comme si on allait au restaurant et qu'on avait qu'un seul plat tous les jours de la semaine le même. Non, il y a plusieurs plats. Choisis ce qu'on veut. Vous préférez le latin, allez à une messe en latin. Vous préférez ceci, allez-y, ça ne pose pas de problème. Je veux bien, mais le alors, bon Dieu, il faut pas que l'église conciliaire, officielle, administrative. Je parle de l'administration d'église. Je parle pas de l'église avec un E majuscule. Hein. Mais il faut pas, par exemple, que Ricard évêque fasse des procès. Oui. Aux gens de la tradition, qui demandent quoi? Qui demandent tout simplement, ça a été clair, c'est clair depuis maintenant quelques années. Ils demandent quoi? Ils demandent l'autorisation. Ils demandent non pas l'autorisation, mais ils demandent que soit reconnu leur droit de célébrer la messe de toujours. Tout à fait, mais je pense que les gens comme Ricard évêque disent non, on veut pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce qu'au nom de l'obéissance, vous devez obéir à nos fantasmes. Alors si un jour il dit qu'il faudra prononcer la messe avec des plumes d'autruche dans le derrière, il faudra le faire. C'est pas tellement au nom de l'obéissance, c'est au nom d'un jugement que l'évêque, qui est quand même c'est lui qui préside à l'Eucharistie dans le diocèse, hein, donc c'est quand même lui le patron, estime par rapport à ce qu'il ressent de sa communauté, machin truc, devoir ou ne devoir pas faire. Donc c'est une question purement subjective. Objectivement, le rite dit de Saint Pie V, qui n'est pas le rite de Saint Pie V comme chacun le sait, est un rite totalement, parfaitement licite, et il n'y a pas besoin d'indulte, il n'y a pas besoin de motu proprio pour l'autoriser. Il n'a jamais été interdit, il ne peut pas être interdit, il est canonisé. Et c'est en plus un rite très très bon. Moi, parce que je veux pas non plus passer pour une espèce d'hurluberlu progressiste, ce que je ne suis pas par ailleurs, mais c'est vrai que ce qui me gêne un petit peu dans le nouveau rite, dans le rite, disons, réformé, puisqu'il faut bien l'appeler par un nom, hein, c'est une réforme liturgique, où tout n'est pas mauvais d'ailleurs, blague à part ça, c'est le fait que l'offertoire soit réduit à
presque rien, sinon rien du tout. Pourquoi? C'est pas par méchanceté. C'est simplement parce que l'inflexion a été changée. Avant, c'était le saint sacrifice de la messe. Non. Aujourd'hui, non. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, je dis, ce ne sont pas deux choses contradictoires, ce sont deux choses complémentaires. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça va. Il faut où on croit pas, où on admet ou on n'admet pas. Mais si on considère la messe d'aujourd'hui, par exemple, on a supprimé les prières au bas de l'autel, on a supprimé l'évangile de Saint Jean, on a supprimé les prières à Saint Michel. Ça paraît une modernisation, ça paraît quelque chose d'annexe. Ça, c'est pas dans le rite de Saint-Pie V, c'est des choses, des rajouts des rajouts traditionnels. Bon, c'est la messe que nous on a apprise. Or, on n'a jamais vu le monde soumis à autant d'assauts démoniaques qu'aujourd'hui. Bien sûr. Il suffit de voir ce qui se passe. C'est inimaginable de violence, c'est tout à fait vrai, d'agressivité. Ouais. Et alors là-dessus, on nous dit qu'on supprime les prières à Saint-Michel, qui sont l'exorcisme par excellence. Il y a deux façons de voir les choses. Ou ceux qui font ça n'ont rien compris aux conséquences de leur décision, ou ils savent très bien ce qu'ils ont fait, alors c'est encore pire. C'est-à-dire qu'ils sont ils se font les complices objectifs d'un assaut démoniaque contre l'Église. C'est ce que tu dis est tout à fait dans l'ordre du possible. Je dis pas du probable, mais du possible. Il y a un attiédissement généralisé de la foi, ça c'est clair. Et évidemment, on sent quoi, on serait pas là. Tu sais ce que le Seigneur a dit de l'attiédissement. Oui, il aime pas beaucoup les tièdes. Il a eu des mots assez durs pour ceux qui sont tiédasses de cette nature. D'un autre côté, il y a aussi, il y a quand même des bourgeons nouveaux. Faut pas voir la situation totalement négative. L'Église a toujours été en crise. C'est une institution qui en fait a toujours très mal marché, mais qui est encore là. Donc, ce qui est la preuve, pour moi, c'est une preuve expérimentale qu'elle est d'institution divine et pas humaine. Parce que sans quoi il y aurait belle lurette qu'elle devrait plus exister. Alors moi, je suis pas du tout, je suis pas désespéré, je suis pas pessimiste. De toute façon. Moi non plus, je suis pas pessimiste. Voilà, je suis pas pessimiste grâce à Monseigneur Lefebvre, grâce aux prêtres de la tradition qui maintiennent. Oui, moi je suis pas pessimiste. Alors je suis pas pessimiste à cause aussi de beaucoup d'autres prêtres et de certains évêques qui ne sont pas dans la mouvance de Monseigneur Lefebvre et de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, qui sont dans d'autres fraternités, qui sont tout simplement diocésains et qui font un travail tout à fait épatant. Et encore une fois, le débat aujourd'hui a changé de plan. La situation qu'on a connue dans les années 70 et 80, elle est passée. C'est fini. C'est fini pour des tas de raisons, parce que tous les progressistes qui ont mené la guerre contre la tradition au sens large du terme, et pas seulement la tradition, la fraternité Saint-Pie X, autre chose, ils sont morts, ils vont mourir. Donc c'est autre chose, c'est un autre temps pour l'Église qui arrive. Cette vue, parce que je vois ce qui se passe par exemple à Bordeaux en ce moment, où Ricard évêque décide d'un seul coup qu'il faut faire un procès à la municipalité, parce que la municipalité a accordé... Oui, bien sûr, enfin, le motif c'est que la municipalité de Bordeaux a accordé à la tradition une église que Ricard évêque ne voulait plus, puisqu'elle était abandonnée depuis 20 ans, qu'elle avait été transformée en entrepôt. Véritablement, là, il y a une volonté mauvaise. Oui, sans doute, poussée par alors c'est un cas, bien sûr, mais il y en a 1000 autres des cas de volonté mauvaise d'évêques en France, qui n'ont pour seul objectif que de combattre la tradition. Et là, on voit bien qu'il y a une volonté d'éradiquer quelque chose. Et c'est frappant parce que... Mais tu vois bien, Serge, que ce que tu dis est vrai. Ça peut arriver. Effectivement, il peut y avoir des comportements qu'on ne comprend pas, qui nous semblent exorbitants du droit ou du bon sens. Bon, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la mairie de Bordeaux a fléchi devant l'exigence de l'évêque? Non, c'est fini. Et pourtant, c'est Monsieur Juppé qui est le maire de Bordeaux, si je me souviens bien. Il y a quand même que ce soit un extrémiste de droite avec palme et couronne. Bon, il résiste en disant, mais il en a rien à faire. Puisqu'il y avait une église qui était vide, en ruinée, quasiment, était à l'état quasiment de demi-ruine ou de quart de ruine. Il a accepté de la bailler à la fraternité Saint-Pie X en échange du fait qu'il fasse la réfection complète. Et ils l'ont entrepris. Je crois que ça leur a coûté, je sais pas combien de millions d'euros. Enfin, c'est beaucoup de sous. Ils ont mis. C'est l'argent des fidèles. C'est l'argent des fidèles. C'est l'argent qui vient des fidèles. Donc, pour une ville, c'est magnifique. C'est toujours ça de moins sur le budget municipal. Bon.
Il l'a réouvert au culte catholique parce que c'est un culte catholique. Il se trouve que l'archevêque de Bordeaux est pas d'accord avec ça, mais ça c'est l'affaire des tribunaux. On sent c'est aux tribunaux de juger qui est l'affectataire, qui est le propriétaire, et il se débrouille. Dans quel univers mental est-on à partir du moment où un évêque catholique demande à la justice laïque et républicaine, la justice d'un pays d'avorteurs, de frapper de ses foudres d'autres catholiques. Enfin, Ricard, ça s'est jamais vu. Dingue. Attends. C'est un dingue. Serge, ôte-moi d'un doute. Qui a ordonné qu'on brûle Jeanne d'Arc? D'accord, mais c'est pas c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Alors voilà, ça n'a pas empêché l'Église de canoniser, de béatifier, puis de canoniser Jeanne d'Arc. Mais pas Cochon n'a pas été béatifié. Il n'a pas été béatifié, mais c'est un homme d'Église, c'est un évêque. Il est dans la succession apostolique. Judas aussi, hein. Judas, apostolique. Donc il y a pas de problème. Non, je crois qu'il faut encore une fois, on nous passe des petits messages en même temps qu'on est en train de parler, mais c'est pas des messages d'auditeurs. Non, c'est pas des messages d'auditeurs parce que cette émission, chers amis auditeurs, est enregistrée le 18 décembre dans l'après-midi au micro donc Serge de Beketch et son complice et néanmoins hôte Daniel Amiche, voilà, pour une émission que vous entendrez le 25 décembre ou le 1er janvier si Dieu le veut, si on n'a pas été neutronisé d'ici là. Alors donc voilà un débat très intéressant. On n'est pas d'accord sur Dieu alors. Si, on est obligé parce que Dieu, écoutez, c'est le bon Dieu, les catholiques comme tout le monde, comme disait le brave de Funès dans Rabbi Jacob. C'est vrai, on est d'accord là-dessus. Il y a des petites inflexions qui ne sont pas les mêmes, la situation n'est pas la même, on la regarde, c'est normal, chacun voit toujours un peu midi au pas de sa porte, c'est humain, c'est tellement humain ces choses-là. Mais le bon Dieu se rit de ces billevesées parce qu'il a vraiment d'autres préoccupations. Ceci étant dit, la situation est bien meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ans, il y a 20 ans, ça c'est clair, oui. Oui, j'en suis pas absolument certain. J'en suis pas absolument certain pour l'Église, mais j'en suis pas absolument certain pour la... Mais non, parce que je vois qu'il y a quand même une extraordinaire... Non, mais l'Église n'est pas réduite à une fraternité, qu'elle s'appelle Saint-Pédis, autre chose. Non. Mais je considère que la fraternité Saint-Pédis fait partie de l'Église. Ça n'est pas et voilà, de ça c'est pas plus compliqué que ça. Je constate que le rôle de l'Église officielle... et le rôle que jouent par exemple les évêques de l'Église officielle. Tu dis Église officielle, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tous les évêques qui ont reçu l'épiscopat ne sont pas dans la succession apostolique? À part Monseigneur Lefebvre et les 4 évêques qu'il a sacrés, il y a plus d'évêques dans le monde. Dans la succession apostolique, d'une manière administrative, je dirais, parce que comme ils ont été, mais oui, mais c'est ça. Non, mais c'est grave ce que tu dis là, c'est grave, se remettre en cause une tradition bimillénaire et un sacrement qui est un sacrement qui nous apte. C'est Dieu qui donne le sacrement, c'est pas l'homme qui en décide. C'est Dieu qui donne le sacrement. Ce que je veux dire, c'est que dans un sacrement, il y a quand même 2 aspects. Il y a celui qui le donne, il y a celui qui le reçoit. Celui qui le reçoit doit faire au moins l'effort d'être digne du don qui lui est fait. Or, je considère, moi, que la plupart des évêques français... Il y a des évêques indignes. Mais il y en a toujours eu des évêques indignes. La plupart des évêques. On n'a jamais été dans une situation aussi grave. On n'a jamais vu autant d'évêques qui étaient des misérables, et je pèse mes mots. J'essaye d'être poli, parce qu'autrement, je dirais des mots qui sont absolument impubliables à la radio. Parce que je suis là, je te calme. Oui, mais quand on entend ce que disent nos évêques, quand on entend un Béranger, quand on entend un Ricard... Quand on entend même et quand on lit même un Lustiger, les derniers textes qu'il a publiés sur les relations du judaïsme avec l'Église, c'est ahurissant. Mais c'est ahurissant, il faut les lire. Seulement aujourd'hui, plus personne ne lit rien, plus personne ne s'intéresse à rien. Si c'est pas dit à la télé, ça n'a aucune importance. Donc ça va bien. Lustiger, c'est le roi de la pampa, il peut raconter n'importe quoi, tout le monde s'en fout. Bon, tu cites 3 évêques, il y en a 170 en France. Alors, je pense par exemple le nouvel archevêque de Lyon, futur cardinal, est un homme de grande qualité. Monseigneur Le Gall, qui est évêque aux armées, est un homme de grande qualité. Il y a aussi, en France, il y a des évêques, effectivement, dont parfois les positions nous semblent un peu bizarres. Mais, à la limite, c'est pas très grave, parce que l'évêque, encore une fois, c'est celui qui préside l'Eucharistie, c'est le patron de l'église de Cézanne, c'est très très bien, et on a toute révérence pour lui, quel qu'il soit, mais en même temps, si l'évêque éternue, tous les catholiques sont pas obligés de s'enrhumer. L'évêque, c'est un homme, il a des opinions, le corps épiscopal français a tellement changé d'opinion au cours de son histoire. On a vu tout et le contraire de tout. Donc il faut pas se rendre malade pour ça. Le bon Dieu continue à travailler, Moi, ce que je vois, c'est que ces hommes qui sont avec ou malgré les évêques, qui sont en possession d'un pouvoir d'abord surnaturel, très limité, aujourd'hui, mais un pouvoir aussi naturel.
Or, qu'est-ce qu'on voit? Chaque fois qu'ils prennent la parole, c'est pour adhérer d'une façon absolument servile aux considérants les plus automatiques du politiquement correct. Hein. Il faut accueillir nos frères immigrés. Le Front National est un repère de fascistes et de nazis. On a eu ces cas invraisemblables, enfin odieux, de gens qui étaient des militants catholiques, des vrais militants catholiques, qui faisaient un vrai boulot de catholique, c'est-à-dire, par exemple, qui emmenaient des malades à Lourdes, ou qui faisaient du catéchisme, des choses comme ça, et qui ont été virés de leurs fonctions parce qu'ils avaient été candidats aux élections sur les listes du Front National. Mais de quoi ils se mêlent, ces curés? En quoi ça les regarde? C'est vrai qu'il y a, non, mais tu as raison. Ça, c'est des évêques qui font ça. Tout à fait. Ton indignation est fondée. Elle est fondée. Elle vient du fait qu'il y a il y a toujours eu dans l'histoire de l'Église, d'ailleurs dans les rapports de l'Église et de la société civile ou de l'État, il y a toujours eu beaucoup il y a des confusions, des ambiguïtés. Daniel, je vais te raconter une histoire. On a un ami commun que tu connais, qui est un catholique de tradition, qui va, il y a maintenant un certain temps dans une église pour recevoir la communion. Et lui, il reçoit la communion à genoux, comme on nous l'a appris quand on était enfant. Bon. Donc il s'agenouille devant le prêtre. Le prêtre lui passe au-dessus de la tête et donne la communion à tous les autres sauf lui. Lui, il reste à genoux. Tu connais le personnage, tu sais de quoi il est capable. Oui. Il reste à genoux, il est resté à genoux jusqu'à la fin de l'office. À la fin de l'office, quand le prêtre est sorti avec les ornements, etc., enfin les ornements, si tant est qu'il y ait des ornements, parce que maintenant c'est la messe Babigros, hein, bon. En tout cas, le prêtre est parti. Lui, il l'a suivi à genoux jusque dans la sacristie et il lui a dit, écoutez, c'est simple, je ne partirai pas tant que vous m'aurez pas donné la Sainte Communion. Et l'autre a dit, je vous donnerai la Sainte Communion quand vous serez levé. Alors cet ami lui a dit, on verra lequel sera le plus patient. Et finalement, le curé a cédé. Mais voilà où on en est. Ben voilà, donc... Non, mais voilà, il a cédé pourquoi? Parce qu'il devait avoir rendez-vous pour aller boire un coup au bistrot. Tu sais pas. Après, tu inventes. Franchement, qu'est-ce que c'est que ces curés-là? Bien sûr. Je crois que notre camarade, puisque je vois bien à qui tu fais allusion, ce qu'il m'avait raconté, d'ailleurs, c'était encore plus grave que ça. J'ai atténué. Tu as atténué. Il y avait une histoire qui était à la limite du sacrilège de la part du prêtre. Mais il a fini par avoir gain de cause. Ouais. Bon, ça finit toujours par triompher. Mais ça, c'est normal. On a affaire à des hommes, Serge, que nous sommes nous-mêmes. Est-ce que nous sommes tellement Attends, est-ce que nous sommes un peuple de prêtres, de prophètes et de rois? Bon, est-ce que nous sommes tellement sans péché? Oui, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Oui. Est-ce que nous sommes tellement sans péché et tellement impeccables pour jeter la pierre? Non, mais simplement, on a un épiscopat qui est ce qu'il est, avec des gens de grande qualité, des gens de qualité, des gens moyens, des gens extrêmement médiocres, voire en dessous. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Mais qui te dit ce qui se passerait en cas de conflit majeur? Revois un peu ce qui s'est passé au moment de la Révolution française. Les deux évêques qui se sont retrouvés au séminaire des Carmes, qui étaient des prêtres mondains, c'était des La Rochefoucauld, des mondains qui croyaient à peine à tous ces trucs-là. Ils sont morts véritablement en martyrs. D'accord. Il y a un moment où leur sacerdoce devient quasiment les palmes qui les entourent. Alors, mais tout peut arriver. Depuis, il s'est passé 2 siècles. Oui. Et au cours de ces 2 siècles, on n'a pas cessé de voir la hiérarchie, les hiérarques catholiques, ou prétendus catholiques, aller dans le sens du vent, aller dans le sens de l'avachissement. Pas tous. On a tout. La majorité. On a tout. On a eu, par exemple, on a eu des évêques qui ont été fusillés sur les barricades de 70. Oui. On a des évêques qui étaient avec Pétain. On a des évêques qui n'étaient pas avec Pétain. On a des évêques qui étaient pour l'Algérie française, d'autres qui ne l'étaient pas. Il y a toujours eu ça. C'est normal. C'est un corps épiscopal. Il n'y a pas eu d'évêques qui étaient pour l'Algérie française. Tous les évêques étaient pour l'Algérie algérienne. Il y en a quelques-uns. Ils n'ont rien fait, en tout cas. D'ailleurs, soit dit. Alors là, c'est une parenthèse. Peut-être on entre sur la deuxième partie de la discussion. Mais puisqu'on n'a pas voulu de l'Algérie française, on va avoir l'Algérie en France à partir du 1er janvier 2003, parce que c'est l'année de l'Algérie en France, à ce qui paraît. C'est toujours ce que je dis, à la suite de beaucoup d'autres, mais j'ai toujours dit, vous ne voulez pas de l'Algérie française, vous aurez l'Algérie algérienne, la France algérienne, c'est ce qui est en train de se passer. Je dis pas ça, moi je dis vous aurez l'Algérie en France. Tu vois, c'est un petit peu différent. C'est une petite nuance. Non, ne soyons pas, encore une fois, j'écoute toutes tes émissions, et Dieu sait si on parle de ces sujets. Pourquoi on en parle? Parce que c'est des sujets très importants. C'est vraiment des sujets très très importants. Mais parce qu'on souffre physiquement, c'est moralement, spirituellement, affectivement et physiquement. C'est une véritable souffrance, la trahison. Mais Serge, il faut souffrir pour l'Église et il faut aussi savoir souffrir
par l'Église? Pas de cette façon-là. Mais c'est le bon Dieu nous envoie, c'est une épreuve qui nous envoie, il faut l'accepter. Et c'est pas agréable. Si tout était qu'agréable, si on était à la vallée de Canaan avec le miel et le lait. C'est que ce combat se passe à front renversé. C'est-à-dire que je voudrais que les évêques me disent, mais Beketch, mais vous êtes un minable, vous êtes trop tiède, vous trahissez la parole du Seigneur, je vous vomis par ma bouche. Alors là, ça me galvaniserait. Bon. Au contraire, qu'est-ce qu'ils me disent? Mais vous êtes un excessif, vous êtes un salaud, vous êtes un fasciste, un nazi, etc. Ça a toujours su, hein. Bon, oui, bien sûr. Bon, vous êtes évêque pour le savoir. Donc c'est à front renversé. Ils nous disent exactement, mais soyez plus compréhensifs, vous comprenez? Soyez plus doux. L'avortement, bon. Écoutez, il y a quand même un truc. Moi, je répéterai ça jusqu'à la fin de mes jours. C'est vrai. J'ai envoyé une lettre au service de Ricard Évêque en disant qu'il avait fait une déclaration sur les immigrés, la 12 millième déclaration sur l'immigration, hein. Bien sûr en calomniant la droite nationale, en disant que la droite nationale est contre les immigrés, alors qu'on est contre la politique d'immigration menée par les mafias politiques, ça n'a rien à voir. Enfin bref. Et alors, donc j'ai envoyé un émail, comme on dit maintenant, un courriel au service de cet évêque en lui disant... Et j'aimerais, sans rien dévoiler, en disant que je serais obligé de me faire parvenir les déclarations de Monseigneur Ricard relativement à l'avortement. J'ai attendu 15 jours et j'ai eu la réponse. Cher monsieur, j'ai cherché dans les communiqués les déclarations de Monseigneur Ricard, les déclarations relatives à l'avortement. Je n'ai rien trouvé. Donc voilà un évêque qui, depuis des années, se répand sur tous les sujets. Sur tous les sujets, il parle des syndicats, de la juste lutte des travailleurs, de la juste lutte des immigrés, de la juste lutte des clandestins, de la juste lutte des je ne sais quoi. Mais sur l'avortement, il a rien à dire. Il a rien à dire. Rien. Pas une idée, pas un projet, pas une réflexion. Il s'en fout. On tue 260 000 enfants minimum par an en France, d'enfants à naître. On les dépèce, on les découpe en morceaux, et l'évêque, il trouve ça... Bon, c'est pas un sujet de conversation, c'est le droit des femmes, vous comprenez? Qu'est-ce qu'on a besoin d'évêques pour ça? Alors, comme toujours, tu as tort et tu as raison. À savoir que ton indignation est juste. Et je reconnais là le bon sens catholique qui t'anime. C'est vrai que, l'avortement est un crime. C'est un crime abominable, comme disait Paul VI. On demande à l'évêque de le dire. Paul VI. Crime abominable. Ce qui a l'air d'être un peu redondant. Un crime, par définition, n'est pas quelque chose de abominable. Parce qu'il s'attaque à l'être le plus démuni, le plus innocent, le moins pourvu de défense. Sa seule défense, c'est le ventre de sa mère, et c'est jusque-là qu'on va le chercher pour le détruire. C'est l'abomination de la désolation. Et si le corps de la femme est un peu aussi le temple du Seigneur, puisqu'elle l'a été dans la personne de la Sainte Vierge Marie, c'est vraiment l'abomination et la désolation dans le temple. Bien. Alors, si Monseigneur Ricard n'a pas fait de texte, je sais qu'aujourd'hui c'est l'Église polycopiante. Depuis le Concile, ça polycopie, ça en fait toutes sortes de machins, toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les formes. Bon, c'est l'Église polycopiante. Alors, il est possible que ce détail lui ait échappé, que peut-être aussi un texte. Il y a eu des textes de la conférence épiscopale sur les questions d'avortement. Oui, mais il y a eu aussi beaucoup de textes de la conférence épiscopale sur l'immigration, sur les clandestins, sur tout ça. Si d'aventure, ça l'a pas empêché lui de faire ses textes à lui. Si d'aventure, il n'y avait pas de texte sur un point particulier qui te préoccupe, ou qui préoccupe des auditeurs, ou des catholiques qui s'interrogent sincèrement, sur un manque d'explication doctrinale ou une question qui se pose, on peut pas le magistère suprême de l'Église catholique, c'est le pape. Eh ben, le pape a dit tout ce qu'il y avait à dire sur l'avortement. Oui, mais justement. Alors voilà, on va venir à un truc ça va être délicat et déplaisant, mais je veux dire une chose, c'est que je suis pas le nonce, hein. Non, mais bien sûr. Enfin, on a deux points de vue différents. Je sais qu'on est amis, mais on a des points de vue. Ça fait longtemps sur ces questions. Ils sont complémentaires. Mais ils sont pas complémentaires. Ils sont antagonistes. Non, ils sont pas antagonistes. Enfin, c'est pas la peine de se raconter d'histoire. Il n'y a pas d'antagonisme entre deux baptisés, ça n'existe pas. Mais je veux dire, le rôle du pape dans cette affaire, et on va en venir à notre sujet de la deuxième partie, me fait exactement penser au rôle de Sarkozy dans le système actuel. Toute proportion gardée, avec tout le respect que je dois à Sarkozy. Et au pape aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a un homme qui dit des choses, et puis il y a des hommes qui les font. Bon. Alors cet homme nous dit des tas de choses fort intéressantes sur l'avortement. Il nous dit que c'est très très mal, que tout le discours qu'on connaît, etc.
Mais par exemple, quand il vient en France, rappelle-toi ça, la dernière fois qu'il est venu en France, les autorités lui ont dit, attention, pas un mot sur l'avortement. Il n'a pas dit un mot sur l'avortement. C'est vrai, voilà. c'est Bon. vrai, c'est vrai. Or, c'était justement là qu'il fallait en parler. Il fallait qu'il dise, je suis dans le pays de la fille aînée de l'Église, enfin, je suis l'hôte de la fille aînée de l'Église, et la fille aînée de l'Église est en train de trahir sa mère. Il l'avait dit en 86. Oui, mais il l'a pas répété la deuxième fois. Non, attends. Il n'a pas toujours répété. Non, ce qui est dit est dit. C'est le seul sujet. Mais non, ce qui est dit est dit. On n'a pas besoin de répéter incessamment les mêmes choses. Alors quelqu'un, il ne ferait plus que parler du matin au soir. Alors de toute façon, il n'en parle plus du tout. Il en parle plus exactement pour à l'extérieur en général comme ça, et il n'en parle pas du tout en ce qui concerne la France, qui est quand même le pays. Enfin, la France est quand même un pays où à la fois on donne des allocations familiales aux étrangers pour avoir des enfants en France et où on paye les femmes françaises qui veulent se faire avorter. C'est de la folie furieuse. Bon. Je suis d'accord avec cette analyse, oui. Tout à fait d'accord. Là-dessus, on arrive à un système où le pape dit qu'il est contre l'avortement, les évêques n'en parlent jamais, et on voit Chirac, l'homme qui a soutenu Simone Veil, qui a signé les lois Veil, qui a soutenu je sais pas comment elle s'appelle, qui a signé tous les textes relatifs à la liberté, au remboursement, à la gratuité, au remboursement, etc. Il va, quand il est en vacances et qu'il y a des caméras, il va à la messe, il communie, et le prêtre lui donne la communion. Alors, non, mais on rêve ou quoi? Je suis d'accord. Pour moi, je trouve ça. Il n'y a pas un évêque pour dire, mais attendez, ce type est excommunié. Non, d'autant plus. Non, mais c'est extrêmement grave. Évidemment, on ne peut pas. Excuse-moi, il faut qu'on se. Faut qu'on arrête 5 minutes. Non, il faut qu'on se. S'identifier. Ah oui, bien sûr, on est sur Radio Courtoisie, donc vous avez le bonheur d'entendre Serge de Beketch et le malheur d'écouter Daniel Amiche, ou le contraire. Radio Courtoisie, c'est la radio libre du pays réel. Et de la francophonie. Oui, tout à fait. Nous enregistrons avec Serge cette discussion en bâton rompu qui nous permet de faire un petit peu le point l'un l'autre. Je trouve que c'est bien agréable, parce que c'est vrai, on se parle pas beaucoup, en fait. Je sais pas si ça va beaucoup intéresser les auditeurs. Enfin, nous, ça nous intéresse beaucoup. Moi, on est vraiment passionnés parce que, Serge, on se connaît depuis, mon Dieu, peut-être une petite quinzaine d'années, non? On se connaît depuis plus longtemps que ça. Plus longtemps, plus de 20 ans. Bon, oui, ça fait 20 ans. Oui. Le prince Alphonse était encore vivant à l'époque. Non, on se connaît depuis très très longtemps. J'étais venu te voir parce que tu avais publié une feuille d'information légitimiste. Et voilà. Au numéro 3, tu m'as fait un coup de chapeau que tu as mis dans ton hebdomadaire Minute. À l'époque, t'étais Minute avenue, là-bas, pas Georges V, non, c'était avenue avenue Marceau. Et tu nous as fait un petit coup de chapeau tout à fait sympathique. Donc, ça, c'est un numéro qui avait dû paraître en novembre 84. Ouais. Alors après on t'a appelé, on s'est vu, on a déjeuné ensemble pendant la semaine sainte. Ouais. Moi j'ai prévenu le copain qui était avec moi que Serge Beketch a comme une réputation de quelqu'un qui tenait la bouteille, donc qu'il faudrait quand même prévoir un bon cadre et de bons vins. On arrive là et tu buvais que de l'eau parce que t'étais en plein carême. C'était extraordinaire. Donc c'était en 80, on s'est vu pour la première fois en 85. 85, donc ça fait 17 ans qu'on se supporte. Si on avait eu un fils, il serait grand maintenant. Il serait grand, il serait marié déjà. Je sais pas comment on aurait pu avoir un fils, enfin on peut imaginer. Oh, tout peut arriver. Alors, revenons donc. Alors, effectivement, nous sommes sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel de la francophonie. Nous enregistrons cette émission le 18 décembre dans l'après-midi. Et elle sera diffusée sans doute le jour de Noël, le 25 décembre, ou peut-être le jour de... Je souhaite de sainte fête de Noël aux auditeurs. Et si c'est le 1er janvier, je leur souhaite de sainte fête de Noël à... C'est l'octave. Mais c'est l'octave, on a le droit. Et puis je veux dire une chose très simple, une meilleure année que 2002 parce que... Oui, pas moins mauvaise, non, pas pire. Pas pire. Je vous en supplie, mon Dieu, pas pire. Parce que vraiment cette année... je résumerai ce que j'en pense en 5 lettres, que je ne vous dirai pas, je vous laisse deviner, mais c'est vraiment l'année la plus... C'est une année très moche. Moche, mais mochissime. C'est une année très moche, mais bon... À tout point de vue. C'est comme ça. Alors, est-ce que tu veux qu'on continue sur le bon Dieu, ou est-ce que tu veux qu'on passe à sa filet? Non, mais alors sur le pape, bon, on pourrait discuter pendant des heures. On est d'accord, il est catholique comme tout le monde. D'accord, bon. C'est le patron. Il est catholique comme tout le monde. Sur l'Église, visiblement, on n'est pas d'accord. Si, on est d'accord. Il y a une Église, une sainte catholique et apostolique. Donc c'est ce qu'on dit dans le credo. Donc elle est dans tous les évêques, ils sont dans la succession apostolique. Maintenant, encore une fois, dans l'histoire, il y a eu de bien piètres évêques, et puis il y a eu des génies, des athlètes de la foi. C'est rare qu'il y en ait eu autant sur un aussi petit territoire, quand même. Des piètres évêques. Hein. Oh non.
en France, on est bien servi. On a eu beaucoup de choses médiocres. On a eu comme des gens très médiocres. Et puis, il y a des gens très très brillants, évidemment. On a eu des gens formidables. Bon, mais c'est comme ça. Non, d'accord. C'est comme ça. Mais ça existe. Tu vois, il y a aucune entreprise au monde qui, avec un aussi, d'après ce que tu dis, un aussi mauvais personnel arriverait à ne pas être mise en faillite. Eh ben, l'Église n'est pas en faillite. Ouais. Même pas celle des États-Unis. Passons à la France pour voir si ça va mieux. Passons à la France, oui. Bah, peut-être oui, est-ce qu'ils sont un petit, comme on est en fin d'année, est-ce qu'ils sont un petit bilan de ce qui s'est passé cette année? Il y a eu quand même des choses moches. Alors, tu parlais tout à l'heure de Monsieur Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Donc, alors lui, il fait pas partie des choses moches parce que Sarkozy, c'est amusant. Moi, je le vois comme je l'appelle Zébulon pour mon compte personnel. Je trouve que c'est exactement le personnage du Magège enchanté qui se déplaçait sur Tournicotons, boing. Et alors, on peut pas se retenir de le trouver finalement assez sympathique parce que il y a un côté un peu excité, un peu hyperactif. Bon, ça c'est le premier regard. Mais le deuxième regard, à quoi il sert? Alors je disais tout à l'heure, je faisais la comparaison avec comparaison n'est pas raison. Alors là, moins que jamais. Mais avec Jean-Paul II. Et il faut dire que voilà des gens, voilà deux hommes dans des fonctions différentes qui servent de trompe-l'œil, en fait, de paravent. Ils disent des choses avec toute la force de l'autorité que leur confère leur fonction. Encore une fois, toute proportion gardée. Le pape et le ministre de l'Intérieur en France, c'est quand même pas, ça boxe pas tout à fait dans la même catégorie. Ça, c'est clair. Mais le pape, je reviens à ça, passe son temps à fulminer contre la décadence des mœurs, l'avortement, toutes les tares du système et tout. Et puis les évêques font ce qu'ils veulent, quoi. C'est-à-dire rien. Bon. N'en tiennent absolument aucun compte. Oui, mais les évêques passeront, mais la pensée du magistère restera. Elle deviendra norme pour les siècles qui viennent. D'accord. Et le problème, effectivement, du pape, ce qu'on peut, enfin, Dieu merci, je reproche rien du tout au pape, je suis pas en état de lui reprocher quoi que ce soit, mais, il y a des choses qui m'ont, je dirais pas choqué, qui m'ont un peu surpris, bon, mais enfin, m'ont réfléchi à tout ça, puis on se dit, après tout, d'avoir une logique quelque part, parce que c'est quand même, c'est tout sauf une burne, quand même, peut-être un homme, quand même, d'une grande qualité, intellectuelle et spirituelle et morale. Et on se dit, peut-être que, le problème du pontificat de Jean-Paul II, qui se poursuit encore, mais qui s'achèvera malheureusement bientôt, c'est inévitable, ça a été d'être plutôt un pontificat, ce qu'on appelle à l'extra en latin, c'est-à-dire à l'extérieur. Bon, c'est-à-dire un moment où l'Église se propulse à l'extérieur parce qu'elle a un message urgent à faire passer. Et il l'a fait. Avec quand même énormément de talent. Alors, tu es en train d'endormir le bonhomme, là, tu es en train de me parler du pape alors qu'on était censé parler de la France. Bah oui, mais comme c'est toi qui reparles du pape. Mais non, mais je le prends comme exemple. Ah non, alors moi je reviens. Alors, effectivement, peut-être que le prochain pontificat ou les prochains pontificats, on aurait plus besoin d'un pape qui soit ad intra. De toute façon, tu n'arriveras jamais à vendre un Polonais à un Russe. Hein. Je te le dis tout de suite, tu perds ton temps. Bon, d'accord. Voilà, amis auditeurs, on ne pourra jamais avoir de discussion sérieuse avec Serge. Alors, revenons à la France. Qui est né de l'Église. Et Sarkozy fait la même chose. Sarkozy, il passe son temps à dire, enfin, il est moins grotesque que Pasqua, il n'y a pas de comparaison, parce que, mais il dit, quoi, on va pas tolérer, attention, on ne va pas tolérer l'immigration clandestine. Ne croyez pas qu'on va tolérer l'immigration clandestine. Alors, qu'est-ce qu'il fait contre l'immigration clandestine? Il leur donne un statut officiel. Alors, évidemment, il n'y a plus d'immigration clandestine. Et après, il dit, casser le thermomètre, c'est une façon de... Il y a combien d'immigrés étrangers en France? Mais c'est beaucoup trop, je suis tout à fait d'accord avec vous, nous allons porter remède à ça. Et immédiatement, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne la nationalité française. Alors, vous avez des types qui parlent pas français, qui n'écrivent pas le français, qui sont absolument incapables de comprendre les structures de notre système. C'est-à-dire, pour eux, la démocratie, ça n'a aucun sens, mais absolument aucun sens. La séparation de l'Église et de l'État, encore moins, et je le regrette, enfin, je m'en félicite plus exactement, parce que pour moi, ça n'a aucun sens non plus. Un État sans Église ne peut pas exister. Mais, alors, donc on leur dit, à partir de demain, vous serez des citoyens d'une république laïque, une, indivisible. C'est possible. Alors, ils ont une tradition tribale. Ils ont une tradition, pour la plupart sont musulmans, donc ils ont la tradition de la charia, ils ont la tradition de l'umma, ils ont la tradition enfin, toutes les traditions qui sont absolument irréductibles à la tradition. Je pense que l'islam n'est pas soluble. Alors, l'islam n'est pas soluble dans la République. Dans la République. Voilà. Mais qu'est-ce qui est soluble? Alors, simplement. Dans la République. Rien. C'est ça le problème. C'est un acide qui dissout tout, solvé, et qui ne coagule rien. Ouais. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que, ça, c'est des choses qu'on sait. Mais ce qu'il faut voir, ce que je voudrais inviter nos auditeurs à examiner avec
avec un recul et une absence de passion dont je suis personnellement incapable. Mais c'est que un homme comme Sarkozy, c'est évidemment une tromperie. Il est peut-être pas volontairement trompeur, j'en sais rien. Je m'en fous, en plus. Ce qui compte, c'est le résultat. Mais cet homme-là, il pratique ce qu'on appelle, je l'ai déjà dit à ce micro d'ailleurs, je me répète, je deviens gâteux à 56 ans, c'est normal. Il pratique la double levée. Ça s'appelle la double levée chez les prestidigitateurs. C'est le truc qui consiste avec une dextérité extraordinaire, à prendre 2 cartes quand on fait semblant d'en prendre une, et à faire croire au gars qu'on a l'as de pique et on lui sort l'as de cœur. Bon. Et lui, c'est ça. Donc il nous dit, je suis absolument d'accord, je répète, avec vous contre le fait qu'il y ait une immigration clandestine, c'est intolérable. Donc on va résoudre le problème de l'immigration clandestine. Comment ? Eh ben en faisant des immigrés officiels, ce qui est une arnaque. Enfin, il suffit un magasin cambriolé, on met à la vitrine, on met distribution gratuite, et il n'y a plus de cambrioleurs. Hein, on est d'accord, bon. Et puis ensuite, il y a trop d'immigrés en France. Oui, on peut considérer qu'effectivement, il y a trop d'étrangers en France, donc on va résoudre ça, on va leur donner la nationalité française. C'est ce qu'il a dit à Le Pen l'autre jour, en faisant un numéro, en disant, mais monsieur Le Pen, mon père était étranger. Mais monsieur Sarkozy, mon père aussi était étranger. Enfin, le mien aussi. Mais il est mort pour la France, ton père était étranger. Il était étranger, non, il était français, mais bon. Voilà, mais il est devenu étranger, il serait devenu étranger si le pauvre était encore vivant. De naissance, ils étaient étrangers. Enfin, eux, ils ont, je dirais, payé leur ticket d'entrée en France. Ils se sont battus pour la France, ils sont morts pour la France. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire parce qu'ils voulaient devenir français. Et je me souviens, j'étais élevé partiellement, étant donné le fait que j'étais orphelin, par mes grands-parents qui étaient russes l'un et l'autre, naturalisés français, mais russes dans l'âme complètement. Mais ils avaient leur papier français, mais jamais ils n'auraient osé tenir le moindre propos désobligeant ou de critique à l'égard de la France. Et je me souviens, avec l'immense respect que j'avais pour mes grands-parents, la dévotion, parce que c'était une époque où, vraiment, devant ces grands... Mon grand-père était officier de l'armée impériale, il avait été l'aide de camp de Denikin, donc devant lui, j'étais un tout petit garçon de rien du tout. Et ma grand-mère était une très grande dame, et devant elle, j'osais à peine l'ouvrir, mais je me souviens, les seuls, je peux dire le mot, les seules engueulades qu'on a eues, parce que c'était d'une violence stupéfiante, étant donné les relations qu'on pouvait avoir, c'était à propos de De Gaulle. Je considérais que De Gaulle était le malheur absolu pour la France. C'est un démon incarné qui a fait plus de mal à la France que n'importe quel être humain au monde, je crois. Bon. Et je leur disais ça, et ils étaient épouvantés, parce qu'ils considéraient que, étant leur petit-fils, donc étant un tout petit peu étranger aussi, ayant un peu de sang étranger, je n'avais qu'un droit, c'était de dire amen à tout chef d'État en France. Et je pense, Dieu merci, je n'ai pas été en situation de le vérifier, mais je me demande si ils n'auraient pas respecté Mitterrand comme ils avaient respecté De Gaulle. Peut-être. Alors, voilà ce que c'était que d'être un étranger en France il y a quelques décennies. Maintenant, être un étranger en France, ça veut dire c'est tous mes dus, j'ai tous les droits, mais comment ? Et j'ai d'autant plus de droits que je suis étranger. Alors si en plus je suis foncé plutôt, alors là j'ai encore plus de droits parce que par une espèce d'aberration inversée de l'antiracisme, on en arrive à un stade où un homme de couleur a plus de droits qu'un homme pas de couleur. Alors que normalement l'antiracisme ça consiste à dire la couleur on s'en fout. Oui, les droits sont les mêmes pour tous les êtres humains. Non, pas du tout. Hein. C'est tout un peu vrai ce que tu dis, un petit peu vrai. C'est extraordinaire. Là il y a quelque temps, un magasin Franprix a ouvert. En banlieue, magasin... À Évry, oui. Bon. Un magasin halal. Entre nous, moi je trouve l'indignation qui a suivi cette histoire totalement disproportionnée, parce que il faut être logique. Quand on laisse rentrer par paquet de 100 000 les immigrés musulmans dans un pays, il ne faut pas s'étonner qu'ils aient envie d'avoir leur magasin. Non, mais là, le quartier où est ce Franprix, c'est 100% musulmans. 100% musulmans. Pas 99, c'est 100% musulmans. Je veux bien qu'on les oblige à vendre du porc et de la bière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont un stock acheter un petit stock et puis bon, ça. Et puis le stock, ils vont perdre du pognon. Ça sera jamais vendu. C'est passé la même chose pour un Franprix cachère dans le 18e arrondissement de Paris. Où, bon, le type effectivement. Alors au nom des principes de la laïcité et de la citoyenneté, on leur dit attendez, vous êtes obligés de vendre du porc et de l'alcool. Non, c'est pas obligé, c'est pas une obligation. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ils ont vidé tous les employés qui n'étaient pas musulmans.
Et quand on pense qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, une vieille dame avait été très lourdement condamnée par les tribunaux parce qu'elle avait passé une petite annonce en disant allouer chambre à personne, à catholique. Elle avait été absolument bananée, matraquée par la justice. Et là, ces gérants musulmans qui, d'une façon que je trouve, moi, tout à fait légitime, disent, nous, on peut pas travailler avec des non-musulmans, puisque de toute façon, on est une boutique halal. Et comme les juifs qui disent, on est une boutique cachère, il n'est pas question qu'il y ait des goïs qui touchent nos produits parce que ça les rend... tout à fait normal, et la réciproque est vraie. Comment dirais-je, ça les rend impurs. C'est dans leur fantasme, ça les regarde. Je ne suis pas juge des superstitions imbéciles. N'appelons pas ça des fantasmes. Bon. Mais en tout cas, c'est mon opinion. Pas ça Non, mais... Je suis pas juge mais je dis simplement, on est dans un système laïque. En tout cas, la République laïque nous dit, il est interdit de revendiquer la catholicité quand on embauche quelqu'un. Bon, là, ces types revendiquent l'islam. Oui. Ils virent leurs employés non islamiques. Pas chrétiens d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'ils sont, ces employés. Ils sont probablement adorateurs de Love Story et de Star Academy, j'en sais rien. Peut-être pas, on peut pas savoir. Ouais. Mais ils sont virés parce qu'ils sont pas musulmans. Ça, c'est inacceptable. Les gars, ils devraient être matraqués. Pas du tout. On dit, on va voir, on va instruire l'affaire, on va réfléchir et tout. Alors, la petite vieille qui veut une catholique pour partager sa chambre de bonne, elle est assassinée. Les deux arabes musulmans qui veulent des employés musulmans, eux, on leur dit, attendez, on va réfléchir. Quant aux propriétaires de boutiques cachères qui n'embauchent naturellement que des Israélites pour tenir leur rayon, alors là, on n'osera même pas venir leur tirer les poils de la moustache parce que ça serait dramatique. Hein. Alors, bon. tu as fait un long, un long tunnel, hein, là, quand même. Je t'ai laissé parler. Alors, faudra pas me dire à mes auditeurs que j'interromps tout le temps mon invité, d'autant plus que c'est moi qui suis l'invité de Serge. Que je rappelle quand même à nos amis auditeurs qui seraient parfois un peu oublieux que grâce à Serge, je vais rentrer en 2003 là dans ma 10e année de radio, grâce à toi dans ton émission. Et que tu as toujours eu beaucoup de gentillesse pour moi en tolérant mes facéties et en acceptant que s'exprime dans ton temps de parole une personne qui n'avait pas toujours exactement les mêmes idées que toi, mais je pense que tu es le seul à partager tes idées avec toi-même de toute façon. Donc c'est difficile d'en avoir un autre. En tout cas, je veux rappeler à nos éditeurs que c'est moi le coucou. Hein, c'est-à-dire donc on s'amuse beaucoup avec Serge quand il me prend 10 minutes dans son émission, c'est assez rigolo, mais faut pas oublier quand même, c'est lui le patron de cette émission, c'est lui le directeur de ce libre journal. Qu'est-ce que je me fais en irlandais, hein. Ah oui, mais moi je me fais soutenir, c'est tout juste, j'ai pas un comité de soutien, les gens sont presque à me donner de l'argent pour me défendre contre tes empiètements abusifs. Alors bon, faut dire que tout ça quand même un petit peu un jeu qu'on fait entre nous, une espèce de jeu privé, enfin de blague privée. Mais voilà, donc je tenais à faire ce petit point comme ça, c'est fait. Alors, tu dis cette dame catholique là, cette pauvre vieille dame catholique qui évidemment a eu des problèmes avec la justice parce qu'elle voulait louer une chambre de bonne ou une chambre ou je sais pas quoi, une catholique. Je dirais c'est un peu bien. D'abord, c'est bien fait pour elle. C'est bien fait pour elle parce que elle avait qu'à pas mettre ça dans les journaux francs-maçons, elle avait qu'à mettre ça dans la paroisse de son église. Elle aurait certainement eu une colocatrice ou une locataire ou un locataire catholique. Ce que je veux dire, et là je sais que tu vas bondir, tu vas t'écraser au plafond, c'est que nous allons être condamnés au communautarisme. C'est absolument inévitable. La logique de la laïcité ne pourra absolument pas endiguer la revendication de l'islam. Il n'y a pas d'islam s'il n'y a pas le respect absolu de la loi islamique. Il peut pas y avoir d'islam. C'est-à-dire que il n'y a pas toute l'effort intellectuel qu'ont fait surtout les catholiques d'ailleurs, je veux dire, avec peut-être parfois des mises à jour un petit peu anticipatrices. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu un débat terrible entre l'Église et l'État. Mais chez nous, ça dure depuis toujours. Ça dure depuis le baptême de Clovis. Ça a commencé au baptême de Clovis et ça a toujours duré. Donc je crains. De toute façon, on n'a pas à craindre ou à pas craindre. On n'y peut rien. Il faut respirer tous les jours. Il faut boire de l'eau tous les jours. Il faut s'alimenter tous les jours pour vivre. Je suis quasiment persuadé que le communautarisme va se développer en France. Le problème, c'est de savoir est-ce que nous catholiques allons aussi nous communautariser. Est-ce que nous avons nous à soutenir la laïcité républicaine? Est-ce à nous catholiques d'avoir la charge de cette France qui n'est plus la France et l'anti-France?
Donc arrêtons de délirer. Reprenons un certain nombre de bons livres. Lisons le livre de Jean Vigry sur les deux France. On va tout comprendre tout de suite. Bon, il y a une France que nous incarnons encore. C'est une France de tradition qui est archi minoritaire, qui croit encore, et cette espèce de leurre qu'on lui fait miroiter, qui croit encore qu'elle est en charge la France républicaine. On n'a pas en charge la France républicaine. On n'en a rien à faire de la France républicaine. Mais rien à faire. Oui, bien sûr, on n'en a rien à faire de la France républicaine. Cela dit, la France républicaine, ça veut rien dire. C'est la France. C'est la République en France, si tu préfères. Ou dominée par un système républicain. Ou la Révolution dite française. C'est un peu comme si tu disais, moi j'habite, je sais pas, dans une maison qui est gérée par un gérant socialiste, et donc je m'en fous que la peinture s'écaille, que l'ascenseur ne fonctionne pas, que la chaudière tombe en panne et que les conduites d'eau soient crevées. J'ai pas dit ça, j'ai dit les catholiques ont habité tous ensemble dans le même immeuble. Hein. Oui, mais c'est malheureusement impossible. Ils ont qu'à se fournir chez des. C'est ce qu'il faut faire. Ça se terminerait par un. Ça se terminerait par quoi? Pourquoi? Peut-être que c'est ne pas vouloir le faire qui va se faire. Il y a un vieux fantasme chez nous. Il y a un vieux fantasme à la droite, à l'extrême, disons le mot, à l'extrême droite. Voilà, parce que à la droite catholique. En catholique, c'est pour te faire plaisir, à la droite catholique. Il y a un vieux fantasme qui consiste à dire on va recréer des phalanstères, on va créer des villages dans lesquels on vivra entre nous, on aura notre école, notre église, on demandera à la fraternité de nous fournir un prêtre, etc. C'est ce qui se passe déjà. Mais oui, mais vieux, tu sais très bien que au bout de 15 jours, 3 semaines, il y aura un qui dira mais attendez, le Tartampion qui habite en face de l'église, mais vous avez vu, il est gnostique, celui-là il a été franc-maçon, celui-là je l'ai vu l'autre jour, il a regardé les jambes de ma femme, ou il a pas regardé les jambes de ma femme, donc c'est un PD. Enfin, on sait très bien que c'est toujours comme ça. C'est pareil pour les catholiques et pour les musulmans. Mais d'accord, je veux bien. Regarde la difficulté qu'a justement Monsieur Sarkozy, dont on parlait tout à l'heure, à essayer de constituer un espèce d'organisme représentatif de l'islam en France. Il y a un consistoire israélite, il y a une commission épiscopale, donc tout ça, c'est des choses qui roulent très bien, il n'y a pas de problème. Évidemment, c'est pas le même poids, à tout point de vue. Mais on n'arrive pas pour les musulmans. Pourquoi? Mais parce que, alors, la réponse, je l'ai, justement à travers les exemples que tu viens de citer. Il peut répondre. Oui. Parce que c'est une fois de plus un leurre. C'est-à-dire, on nous dit, ce que tu viens de dire, il y a un épiscopat français avec lequel la République cause. Il y a un consistoire israélite avec lequel la République cause. Et la République n'arrive pas à créer un rassemblement des musulmans avec lequel elle pourrait causer. Mais parce que la République refuse de faire avec les musulmans ce qu'elle fait avec le consistoire israélite et avec le consistoire israélite et avec l'épiscopat. Autrement dit, elle refuse d'exclure. Parce que tout est fondé sur une exclusion. Quand la République discute avec l'épiscopat, elle exclut la tradition. Totalement. Il n'y a pas d'évêques de la tradition qui sont invités à participer aux travaux. Pour l'instant. On dit, mais pour l'instant, mais en tout cas c'est le fait. Pour l'instant. On dit vous n'existez pas, allez vous faire dorer. Bon. Enfin, il y a quand même plus de musulmans en France que de catholiques traditionnalistes aussi. Il faut mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. Non, attends. C'est le problème. Non, pas du tout. Il y a quelques 6 millions de musulmans, il faut en tenir compte quand même. Hein. Pas du tout. Je parle, tu mélanges deux niveaux. Je dis, en ce qui concerne les grandes religions, il y a une religion catholique, il y a une religion musulmane et il y a une religion israélite. Quand l'État discute avec la religion catholique, il discute avec l'épiscopat. Et pour discuter avec l'épiscopat, il exclut la tradition. Quand il discute avec les juifs, il discute avec le consistoire. Et pour discuter avec le consistoire, il exclut ceux qui font pas partie du consistoire, c'est-à-dire les fondamentalistes, c'est-à-dire les Lubavitch et compagnie, qui eux sont considérés comme, ils s'en foutent d'ailleurs, parce qu'ils se considèrent eux-mêmes comme étrangers au système, donc ça les gêne pas du tout. Alors, sans quoi ils n'ont pas totalement tort. C'est pas mon problème, c'est leur. Moi, alors vraiment, c'est en dehors de mes préoccupations. Mais l'État qui discute avec les musulmans devrait dire, écoutez, c'est très simple, nous allons, décider qu'il y a un consistoire musulman. Ceux qui veulent adhérer, adhèrent. Ceux qui veulent pas adhérer, il faudra pas venir nous emmerder après en nous disant que vous n'êtes pas considérés. C'est vous qui avez refusé la discussion. Donc vous irez vous faire dorer. On veut pas savoir si vous êtes sunnite, chiite, alaouite, on s'en fout. On est un État laïque. On dit, on crée un endroit de discussion avec vous. Vous y venez, vous discutez. Vous n'y venez pas, vous restez chez vous.
Mais venez pas nous raconter de salade après, qu'on vous a exclu rien, c'est vous qui vous excluez. Or ça, la République refuse de le faire. Pourquoi ? Parce que la République laïque est pétrifiée à l'idée qu'elle pourrait être considérée comme l'héritière, enfin plus exactement qu'elle pourrait être considérée comme quelqu'un qui renie l'énorme culpabilité qu'elle a prise il y a 100 ans, maintenant plus de 100 ans, il y a 170 ans, en apportant la civilisation au Maghreb. Le Maghreb était une terre gâte, comme on dit, un no man's land, un immense terrain vague où il se passait rien depuis 2000 ans. On est arrivé, on a tout apporté. On a apporté la culture avec un grand C, la culture avec un petit C. On a ranimé le grenier à blé, on a planté des vignes, on a fait des routes, on a fait des voies ferrées, on a construit des villes, des hôpitaux. On a tout fait, tout. Bon. Et ça, c'est un crime abominable, parce que ça s'appelle exploiter. On a été un peuple d'exploiteurs. On a fait suer le burnous. On sait que c'est faux, hein. On sait que la colonisation a coûté plus à la France qu'elle ne lui a rapporté. Alors à partir de là, nos crétins aujourd'hui qui ne savent ni A ni B à l'histoire de France disent, comprenez ça se paye, il faut pas surtout froisser les Algériens, les Maghrébins, les Marocains, les Tunisiens, parce que on leur a fait tellement de mal. Tu parles, on leur a fait tellement de mal, on leur a appris tout. C'est pas compliqué, tout. Bon. Et on les a arrachés surtout à l'emprise de l'Empire ottoman, qui était une opération démoniaque. Et alors, en fonction de ça, aujourd'hui, on n'a plus aucun droit en face d'eux. On n'a absolument pas le droit d'ouvrir son four. On a juste le droit de dire, vous avez raison. Oh, mais combien vous avez raison? Écoutez, on est quand même en France aujourd'hui, dans un pays où on a collé, je ne sais plus sur quel pont de Paris, une plaque qui est totalement mensongère, qui prétend qu'on a assassiné je ne sais combien de Félouzes. 1 million. Bon. Allez, disons 1 million. Mais si, moi, c'est faux des chiffres qui marquent l'opinion publique. 1 million. Les fameuses nuits de 61, c'est 61. Oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'il y a un seul pays au monde où on imagine de mettre des plaques pour expier le crime d'avoir combattu les armes à la main contre un ennemi qui occupait le territoire français, parce que on était en France. La manifestation était interdite, des gens dans la manifestation étaient armés, ce qui ne veut pas dire que les 99% de gens qui manifestaient n'étaient pas manipulés. C'est pour l'histoire, on dit ça pour l'histoire. Bon, il y a eu des coups de feu qui ont été tirés contre les forces de l'ordre. Je ne défends pas du tout les forces de l'ordre de la République, mais ils ont fait leur devoir. Que des gens aient été matraqués, que des gens aient sauté pour se sauver de la matraque à l'eau et s'y soient noyés, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Dans leur maison, tout le temps. C'est pas au motif qu'il y a des gens qui se tuent en voiture qu'on va détruire l'industrie automobile en France. C'est pas au motif qu'il y a des gens qui s'électrocutent de façon accidentelle qu'on va supprimer l'électricité dans tous les foyers français. C'est pas au motif, etc. Il faut quand même arrêter de nous lanterner. On est quand même pas des bigorneaux. Ce qu'il faut dire à nos auditeurs... Tiens, je m'énerve, je me fais mon package tout à coup, là. Ce qu'il faut dire à nos auditeurs qui ne le sauraient pas forcément, c'est que cette plaque, déjà qui est scandaleuse dans son existence même... Bon, c'est une plaque, ça s'enlève, mon bon Serge. Eh ben non, justement, ça ne s'enlève plus. Parce qu'il y a 4 flics en permanence qui montent la garde devant la plaque parce qu'elle a été profanée, comme ils disent maintenant. On ne profane plus que les plaques maintenant. Les églises, tout le monde s'en fout. Tout ça, c'est pas grave. Oui, mais enfin bon, ça durera moins longtemps que les impôts. Il y a 4 flics en permanence avec une voiture, nuit et jour, 24 heures sur 24. Les journaux ont publié. Donc, qu'est-ce qu'il faut suggérer au lieu de dire qu'il faut enlever cette plaque, Serge? Réfléchis. Il faut en mettre partout, dans tous les carrefours de Paris. Tous les 10 mètres, il nous faut une plaque pour rappeler la honte avec laquelle nous avons traité ce pauvre peuple humilié. Et alors, de telle sorte qu'il n'y aura pas assez de policiers, qu'ils ne pourront pas en mettre 4 par plaque. Ce qui veut dire, à supposer qu'ils puissent en mettre une équipe de 4 par 2 plaques. Il y en a une qu'on pourra enlever. Après, ils la remettront. Et tu vois, on peut jouer comme ça extrêmement longtemps. On peut beaucoup s'amuser. C'est toi qui payes les impôts. Je suis un peu facétieux, mais cette histoire est absolument grotesque. Donc, on a parlé de Dieu, de la France, un peu de la France, et puis il faut parler un tout petit peu du roi, parce qu'il nous reste combien de temps encore, là? Alors, le roi. Parlons du roi. Voilà, mais la France, on n'a peut-être pas dit tout ce qu'il y avait à dire sur la France, parce que par exemple, on n'a pas parlé de l'élection de Chirac. Alors moi, on a chacun un petit journal, évidemment. Toi, tu as un beau journal, un décadaire, qui s'appelle Le Libre Journal de la France courtoise, qui publie tous les 10 jours sur beau papier, avec une couleur, c'est un peu sépia la couleur de l'encre, et parfois même il arrive qu'il y ait 4 couleurs.
Là, le numéro qui est en vente de fin d'année, c'est toujours en couleur. De fin d'année est en couleur. Il est très très beau. D'abord, il faut que je dise, il y a des très beaux dessins de Pierre Joubert, les tout derniers dessins de Pierre Joubert, qui sont les dessins extraits du merveilleux livre que viennent de publier les éditions du Rameau d'Or sur les Vikings. Grand éditeur. Ouais, fou totalement, mais génial. Et il publie un bouquin sur les Vikings qui est une merveille avec les derniers dessins de Pierre Joubert qui était des plus beaux illustrateurs qui se puissent imaginer. Illustrateur, mais là c'est la fin de sa carrière, c'est-à-dire il le savait, il savait qu'il faisait ses derniers dessins parce qu'il était à peine aveugle, il était presque aveugle à la fin, oui. On se souvient. Et c'est extraordinaire, c'est la quintessence du talent de cet homme qui est à la fois un talent vigoureux, c'est un chevalier et c'est un enfant. Vraiment. Alors, c'est bien, mais il y a des photos il faut quand même que je dise une chose, il y a plusieurs pages qui sont consacrées aux dernières photos du commandant Guillaume. Parce que le numéro précédent qu'on a publié, le 280, il y avait une photo du commandant Guillaume qui était très mauvaise, j'en suis désolé, mais c'était la seule que je pouvais utiliser parce que sur le moment, quand on fait du journalisme, voilà. Faut comprendre. Donc on a fait la une. Nous ne sommes pas les gros et gras journaux qui eux peuvent puiser dans des banques d'images. Nous, nos images, il faut qu'on se les dégote comme on peut. On les a pas toujours sous la main. Alors donc il y avait une photo à la une, mais qui était médiocre. En plus, avec c'est une photo qui avait été retouchée d'une façon tellement maladroite qu'on avait l'impression que le commandant Guillaume était manchot. Oui, je me souviens. Oui, effectivement, je l'ai vu. Oui. Alors, maintenant, ça n'a plus beaucoup d'importance, mais c'est vrai que c'était un peu ridicule. Je précise, donc, premièrement, beaucoup de gens m'ont dit, mais on comprend pas pourquoi c'est vraiment la photo du commandant Guillaume, parce que on nous avait dit qu'il était tout petit. Je sais pas où. Non, alors, c'est un grand il était très grand, bon. Ouais. Et deuxièmement, on savait pas qu'il était manchot. Non, il était pas manchot, c'est une erreur de retouche de la photo. Il faut que je dise à nos éditeurs que, donc, tu diriges un décadaire, c'est d'ailleurs curieux, quand même, un truc, un décadaire qui s'appelle Le Libre Journal de la France courtoise, qui en a son numéro 300, je sais pas combien, donc 281, dont on peut se procurer un spécimen en envoyant une poignée de timbres, de préférence non oblitérée, ou alors oblitéré, mais Black Penny. Oui, Black Penny. Le Black Penny oblitéré, ça à chaque fois je le dis, je le fais, on le fait, c'est très très bien. Donc c'est 4 places, tu vois un peu comment je suis pas professionnel. Je pourrais même pas te renvoyer la politesse. Non, mais je veux me la faire la politesse. 4 places Franz Liszt. C'est un monsieur qui a commencé de la musique et qui a fini dans le sacerdoce, donc 4 places Franz Liszt, 75 010 Paris. C'est ça, hein Voilà. Donc un très beau numéro de Noël en couleur avec des photos du commandant Guillaume et plein de bonnes choses, je suppose, dedans. Alors je dis ça parce que moi aussi je fais un petit fanzine. Moi, j'en suis à mon numéro 335. Oui, c'est-à-dire que je suis, c'est un hebdomadaire en plus. Je suis hebdomadaire depuis 3 ans et demi, et puis j'ai commencé en 1984. Hein. Toi, t'as commencé en 93. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas. Mais on va célébrer le 10e anniversaire dans quelques semaines. Ah, chic, on va faire une fiesta alors. Une fiesta non, pas d'enfer, parce que c'est pas le genre de la maison. On va aller boire un coup chez la mère agitée, par exemple. Non, on va faire 21 rue Campagne Première, Paris 14e. Oui, et puis aussi chez Klaus. On fera des Klaus, très bien aussi, Klaus. Klaus, c'est l'Alsacien. Alsaco. Mais non, on va faire. Je t'avais raconté l'histoire d'où la blague, tu la connais, je l'ai raconté 40 fois, non? Quelle est la plus petite fleur d'Alsace? Je te l'ai raconté. Oui, ça, oui. Tu la connais? Oui, mais répète-la. Non, je l'ai dit pour les auditeurs parce qu'ils sont, c'est la bicyclette. Alors, pourquoi c'est la bicyclette? Parce qu'elle n'a que 2 pétales. Ouais. Je trouve ça absolument adorable. C'est Daniel Amiche qui vient de la faire, celle-là. Moi, oui, j'ai déjà faite, mais je la refais. Ça fait toujours plaisir. Hein. Alors, je disais que donc, Diabolicum perseverare. Convertere angelicum. Et la conversion vient des anges, des bons anges. On oublie toujours cette 3e partie. Généralement, on oublie la 2e, et la 3e, à coup sûr, on l'oublie. Alors bon, moi aussi, j'ai un petit fanzine que je fais donc depuis 1984, ça s'appelle le Légitimiste, et c'est un hebdomadaire, c'est 22 rue Didot, Paris 14e. Je me sers ma soupe à moi-même. Au moins qu'on puisse faire, 22 rue Didot, Paris 14e. J'ai aucune mémoire, donc je... Non, je fais une mémoire sélective. Tu connais ton adresse. Je sais aller à la pizzeria à côté, mais là... Voilà, d'accord. Alors, je disais ça, attends, pourquoi j'avais lancé ça sur nos journaux? Oui, alors, nos journaux, oui, voilà, c'est ça. Et donc, on n'a pas parlé, on n'a rien dit sur l'élection de Chirac. Moi, j'aurais 2 commentaires à faire sur l'élection de Chirac. Peut-être même 3, si tu m'y autorises.
Je suis dans ton émission, c'est le libre journal de Serge Beckett, sur Radio Courtoisie, la radio libre du PRL, de la francophonie et des bavards que nous sommes. 3 choses à dire sur l'élection de Chirac. 2 choses plutôt humoristiques et une chose plutôt pathétique. Voilà, les 2 choses humoristiques, c'est que cette élection de Chirac, les conditions dans lesquelles elle s'est passée, nous est davantage pensé à Pyongyang qu'à Paris. Et c'est la raison pour laquelle, au journal, dans une petite rédaction, nous avons baptisé Chirac tout de suite Chirachescu. C'est un joli surnom. Je suis étonné qu'il n'ait pas... Ça a pas été, il y a quelques qui l'ont pris, c'est pour ça que je le dis, parce que Chirachescu, je trouve ça très très joli, parce qu'il a été tout à fait élu comme un président du bloc de l'Est. Ouais. Et alors, comme c'était pas suffisant, que nous sommes des facétieux, et même nous sommes encore des potaches, il faut le dire. Le fascisme ne passera pas. Le fascisme ne passera pas. Alors, nous avons décidé d'aller encore plus loin, puisque le Ceausescu était, comme chacun le sait, le Danube de la pensée. C'était son surnom en Roumanie, le Danube de la pensée. Et nous avons baptisé Ceausescu Corrèze. Et pour faire bon poids, Zambèze de la pensée. Corrèze et Zambèze. Alors, on le fait systématiquement depuis le mois d'avril. Il n'y a jamais le président Chirac. C'est toujours le président Chirachescu ou le grand camarade Chirachescu, etc. Pourquoi d'abord c'est un homme de gauche, un gauchiste, un coco, enfin. Alors, tout ce qu'on veut. Ça, c'est le côté un petit peu rigolo de notre travail de journaliste. Par contre, il y a un autre point à propos de cette élection sur laquelle je souhaiterais que tu puisses intervenir, que tu puisses me faire un commentaire. Et j'en reparlais encore hier avec des amis. Enfin, hier, c'était le 17 décembre que nous enregistrons cette émission le 18. Donc, c'est inutile à nos amis auditeurs de téléphoner. Nous ne serons pas là pour répondre à leurs messages, mais ils peuvent nous écrire pour nous féliciter de notre exploit au 61 Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, Paris 14e. Ils peuvent même y joindre. Paris 16e. Ah oui, 61 boulevard Murat, Paris 16e. Il y a une chose qui est, peut-être que ça t'amusera de réagir là-dessus. C'est une chose que j'avais dite d'ailleurs avant le second tour de cette élection abracadabrantesque. C'est l'erreur, à mon avis, c'est une erreur politique qu'a commise le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, en ne déclarant pas quelques jours entre les 2 tours, ils ont été compte tenu du climat politique qui règne dans ce pays. Oui, son coup politique, il l'avait fait. Il est arrivé en 2e position. Je ne me présente pas au second tour. Je laisse aux Français le soin de juger de la qualité de ce régime. Quelles conséquences aurait-il pu en sortir ? Ça aurait été l'effondrement de la campagne pol-potienne, Kim Il-sungienne que nous avons vécu. Il est évident que tous les gens de gauche, les lycéens et étudiants et autres travailleurs sociaux n'auraient certainement pas voté pour le voleur, et que beaucoup de gens de droite se seraient dit, bon, maintenant ça commence à bien faire, on ne vote pas. Ce qui fait qu'on aurait eu un président de la République élu avec un score beaucoup moins important que le président des États-Unis, Bush. Donc je considère que là, il y a eu... alors je le dis, moi je suis pas un homme politique, je suis qu'un journaliste, mais les journalistes ont quand même le droit à la parole. Et on n'a pas les responsabilités des hommes politiques, ce sont des responsabilités lourdes, mais je pense que là, Jean-Marie Le Pen a manqué de sens politique, peut-être, je sais pas. Enfin, je voudrais avoir ton avis là-dessus, parce que c'est une opinion qui m'est personnelle, et voilà, ceci dit, je reconnais le talent de l'homme et son caractère combatif, mais là, c'est une chose qui m'a choqué. Ben, je suis absolument d'accord avec toi. Je veux dire pourquoi. Quand on est arrivé... Tu vois qu'on peut être d'accord ensemble, tous les deux. Oui, là, sur la République, on est quand même assez d'accord ensemble. Quand on est arrivé à quelques semaines du premier tour, j'ai demandé à voir Maigret. Et je lui ai dit, écoute, à mon avis, maintenant, il faut arrêter les frais. Il faut que tu dises que tu gardes ta position, que tu gardes tes convictions, etc., mais que tu appelles les Français, parce que le mot est trop grave, tu appelles les Français à voter massivement pour Le Pen, le seul candidat de la droite nationale. Et bon, ça j'ai pas été entendu, j'avais assez peu d'espoir d'ailleurs. Et pour le deuxième tour, j'ai pas vu Le Pen, mais j'ai vu des gens de son entourage
à qui j'ai dit, écoutez, moi, mon analyse, c'est celle-là, c'est que le meilleur service que puisse rendre Jean-Marie à la France, c'est de dire 2 jours ou 3 jours avant le deuxième tour, étant donné l'extraordinaire manipulation médiatique, je ne marche pas dans votre truc, c'est complètement truqué, donc je ne marche pas, donc je retire ma candidature. Et les Français exprimeront leur adhésion à la politique de Chirac dans la juste mesure où ils ont envie de le faire. Le résultat, c'est qu'on aurait eu probablement... Je suis à peu près convaincu que Chirac aurait fait un score inférieur au premier tour. Ah, c'est absolument sûr. Voilà. C'est sûr et certain. Donc ça aurait bouleversé tout, parce que au lieu d'avoir Chirachescu à 82%, on aurait eu un vermicelle de contrebande à 12%, qui aurait, ni légitime ni légal, ridicule. Absolument. Il aurait été encore plus ridicule qu'il l'est. Tout. Il en profite maintenant. Et là maintenant, il se pavane. Il apparaît comme parce que l'erreur, ça a été de ne pas se souvenir que, comme disait le regretté maréchal, les Français ont la mémoire courte. Et les Français, ce qu'ils ont retenu, c'est que Chirac, il a fait 82%. Ils n'ont pas retenu dans quelles conditions il l'a fait. Et pour eux, Chirac, il représente donc... alors, les étrangers qui s'en foutent totalement de l'histoire de France, mais vraiment totalement... C'est raison qu'ils sont étrangers. Comme nous, d'ailleurs. Moi, ce qui me stupéfie, d'ailleurs, c'est le fait que les Français nous disent... vous comprenez, c'est incroyable. Quand vous pensez, j'ai rencontré l'autre jour un Anglais, il savait même pas le nom du ministre de l'Intérieur en France. Je dis ah oui, c'est incroyable. Quel est le nom du ministre de l'Intérieur britannique? Ah bon, j'en sais rien. Mais alors pourquoi Attends, il est très bien le ministre de l'Intérieur britannique. Je ne connais pas, je me souviens plus de son nom. C'est un travailliste. J'en sais rien. C'est un travailliste, comme Tony Blair. Il a visité récemment une exposition d'art. Ah oui, formidable. Et alors, il a signé le livre d'or. C'était à Londres, il a signé le livre d'or en sortant, et il a écrit, ce que j'ai vu, c'est juste de la M, point de suspension. Oui. Sauf que lui n'a pas mis les points de suspension, et qu'en anglais, ça commence pas par M. Mais ça sent la même chose. Oui, mais ça, bon, c'est deux cultures différentes. Hein. C'est-à-dire qu'un ministre de l'Intérieur qui fait ça en France, il est obligé de démissionner dans la semaine. C'est formidable, c'est un... Parce qu'en France, bon, voilà, on n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit de dire que c'est de la merde. Ça en est pourtant. Tandis qu'en Angleterre, voilà, c'est bon. En dehors de ça, le fait est que les étrangers n'ont gardé aucun souvenir de l'élection présidentielle, sauf celui que Chirac a été élu à 82%. Et premièrement, et deuxièmement, que Chirac a épargné à la France l'horreur épouvantable d'un régime pire que celui d'Hitler, puisque Le Pen, comme chacun sait, est l'héritier de là, on a eu les heures les plus sombres, on a eu les heures les plus sombres de l'histoire. Les plus sombres de l'histoire. Bon, et il est l'héritier du maréchal Pétain, lequel, comme chacun sait, est l'homme qui a inspiré les mesures antisémites à Adolf Hitler. Pire qu'Hitler. C'est clair. Pire qu'Hitler. Donc, je ne sais pas si on peut dire que c'est... C'est vrai qu'à côté de Pétain, Hitler passe pour un gentil démocrate. C'est-à-dire que s'il n'avait pas eu Pétain, il aurait peut-être moins mal tourné, quoi. Hein? Possible. Voilà, c'est ça. Puis alors, en fonction du vieux principe des dominos, si Hitler avait moins mal tourné, Mussolini aurait peut-être été mieux. Oui. Il faut dire aussi que si on n'avait pas déclaré la guerre à l'Italie, on s'en serait peut-être mieux porté. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ça, c'est une autre émission qu'on fera un autre jour. On fera une émission sur l'histoire. Tiens, on fera un truc sur l'histoire contemporaine et moderne. Il nous reste 5 minutes, hein. Alors, donc, on n'a pas parlé du roi. On va en parler, mais il n'y a pas besoin d'en parler beaucoup, il suffit. Non, il suffit de dire qu'on est pour le roi, quoi. Puis que, voilà. Mais pour en revenir à la question que tu me posais, effectivement, il y a eu une erreur, mais l'erreur, c'est pas Jean-Marie Le Pen qui l'a commise. C'est nous. Notre erreur, c'est de croire que le jeu politique obéit à des considérations raisonnables ou rationnelles. Rationnelles. C'est faux. Bon, et pas du tout. De même que quand Maigret refuse de s'effacer avant le premier tour, avant Le Pen, c'est totalement irrationnel. Et en même temps, c'est parfaitement rationnel, car qu'est-ce qui m'a été répondu ? La candidature à la présidentielle, c'est un tremplin
Pourquoi ? Pour la fondation d'un parti, parce que c'est là-dessus qu'on va toucher de l'argent. Chaque voix rapporte. Bien sûr, évidemment, c'est pour ça. Je comprends maintenant. Donc ça va financer Voilà, je comprends mieux. Tu vois, ça c'est une notion. On n'y pense pas. On n'est pas des mercantiles, donc on n'arrive pas à réfléchir à ça. Donc c'est vrai, je pense pas à ça. Mais oui, c'est vrai, il y a intérêt à faire beaucoup de petits partis. On pourrait très bien y penser, parce que quand on vient nous voir et qu'on nous dit, vous devriez arrêter de faire votre journal, parce que il y a un journal de droite qui est, alors je sais pas, au choix, National Hebdo, Monde et Vie, Rivarol, je peux dire Figaro, j'ai eu peur. l'Action française, ou je ne sais quoi. Et par conséquent, si vous arrêtez votre journal, vos abonnés pourront se reporter sur un seul titre et il vivra mieux. Bien sûr. Mais nous, pour parler franchement, on s'en fout que les autres vivent mieux. Nous, ce qu'on fait, c'est vivre nous. Exactement. Bon, et l'homme politique, quand vous lui dites, attendez, mais retirez votre candidature, comme ça votre adversaire. Il s'en fout de la France. Pas vraiment. Enfin, non, pas vraiment. Mais quand on lui dit, tuez le MNR, ça rendra service au Front National, le gars vous dit, attendez. Mais attendez, je suis le MNR. C'est pas pour ça que j'ai créé le MNR. Et quand on dit au Front National ou à Le Pen, tu devrais être retiré au profit, tu devrais être retiré. Il dit, mais attends, t'es complètement dingue. Ce système est pervers et moi j'ai très peu d'idées en politique parce que je suis pas un politicien, je suis un journaliste comme toi un peu, puis en même temps réfléchir un peu à la chose publique parce que on aime ce qui reste de notre pays. Je dis bien ce qui reste de notre pays, c'est-à-dire pas grand-chose. Moi, je suis absolument hostile au financement des partis politiques sur les fonds publics. Je suis strictement hostile au financement de toute association, quelle qu'elle soit. L'État les pouvoirs publics n'ont pas à financer les associations. Kaltenbach vient de publier c'est aux citoyens, c'est-à-dire à nous tous, de dire voilà, on subventionne à l'américaine. Il n'y a aucune raison pour qu'on subventionne que l'État dépense des milliards, les conseils généraux, régionaux, les mairies, les machins, trucs. Non. Les associations sont absolument libres. Qu'est-ce qu'il nous reste ? 7 minutes. Pourquoi on est reparti dans l'autre sens. On est reparti dans la deuxième partie de... Non, il y a une espèce d'inversion du continuum temporel qui s'est produit. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, une inversion du continuum temporel. Donc on a encore 7 minutes. C'est moi qui me suis trompé sur mon évaluation. Donc on a 7 minutes. Voilà. Alors je peux terminer mon truc. Donc je suis strictement et absolument rédhibitoirement contre le fait qu'il y ait un seul centime qui c'est qui rit derrière ? Mais non, personne. Un seul centime de subvention à des associations. Il n'y a aucune raison pour que l'État subventionne, même des associations pour les gens qui ont la poliomyélite. Les citoyens, suffit, de toute façon, c'est de l'argent citoyen. Il suffit de défiscaliser de façon beaucoup plus massive tous les dons qu'on va faire aux associations à l'américaine. Dans les associations américaines, moi je suis allé il y a 2 ans là-bas, il y avait un dîner de gala, les gens payaient, c'était pour aider, c'était une association, comment ça s'appelle, d'Alliance française, d'une ville, d'un État des États-Unis. Le dîner de gala devait être à $300. $300, c'est quand même beaucoup de sous. La nourriture n'était pas mauvaise du tout, mais enfin $300, ça fait quand même très très cher. Simplement, tu as le droit de défalquer de ta feuille d'impôt, de revenus, $300 moins le coût réel du dîner. C'est-à-dire, le dîner a coûté à l'association, par exemple, $14. Comme le dîner de Radio Courtoisie. Voilà, $15. Alors, tu es obligé, et $15 c'est déclaré, tu enlèves 300 moins 15, tu enlèves 280, tu sors ta feuille d'info, $285. Et tout le monde vit très bien comme ça. C'est 48 €. 48 € qui valent, arrête. Bon, d'accord. Voilà, c'est exactement la autre chose. Mais Radio Courtoisie, c'est normal, puisque c'est aussi une association, donc c'est très très bon. Moi, je suis strictement opposé à ça, et on va faire la chasse au gaspillage. Parce que toi, t'as un bouquin qui sort de Kaltenbach. Non, c'est pas moi qui sors un bouquin de Kaltenbach. Il n'a pas besoin de moi pour publier les bouquins. Mais il vient de publier un texte qui est extraordinaire, dans lequel il révèle... C'est ton livre d'étrennes ? Non, c'est pas un livre. C'est un article dans lequel il révèle la clé du système des associations. Et j'ai publié dans le numéro qui est en vente là en ce moment un article là-dessus. Mais essayez de vous procurer ce texte intégral. Je peux pas le publier parce que les dernières lignes sont très incorrectes. Non, mais il dit que c'est à cause de ça qu'on a commis l'erreur abominable de faire figurer Le Pen au 2e tour. Bon, mais ça c'est la prosternation obligatoire. Voilà. Donc j'ai pas voulu publier ce texte à cause de ça. Mais le reste est passionnant. Il explique très bien comment il y a une véritable mafia des associations qui s'est créée pour exploiter le système. Et c'est formidable. Alors, tu parlais de livres. Attends, juste 2 trucs, parce que sur les associations. Contribuables associés. C'est 120 000, 130 000 associés. Il n'y a pas de subvention, c'est les associés qui payent leur truc. Ils ont 10 permanents. C'est une association qui peut payer 10 permanents pour faire de l'agitation contre le gaspillage d'État, les ponctions, etc.
Je rappelle aux auditeurs, contribuables associés, 120 000 adhérents, 10 permanents. Attaque, qui est une officine de subversion gauchardo-anarchiste, je sais pas quoi, ils déclarent à peine 2500 adhérents, ils ont 400 permanents, parce que le financement vient des pouvoirs publics. C'est une chose insupportable. C'est une honte. C'est absolument une honte. Pardon, Serge. Alors, ton bouquin pour les étrennes? Mon bouquin, c'est le dernier que je suis en train de lire, et non, c'est malheureux parce qu'il y a tellement de bons livres. Mais j'inviterai nos auditeurs à se procurer tout à fait cessante le dernier essai du professeur Xavier Martin, qui est professeur à l'université d'Angers, et qui s'appelle L'homme des droits de l'homme et sa compagne. C'est publié chez Dominique Martin-Morin, ça vient de paraître il y a quelques 2 mois ou je sais pas quoi. C'est un livre sidérant, qui montre que tous ces philosophes des Lumières, ces révolutionnaires, c'était les plus ringards, les plus réactionnaires, les plus antiféministes, les plus racistes, les plus abominables personnages qu'on ait jamais vu. C'est un livre qui décoiffe. Donc Xavier Martin, L'homme des droits de l'homme et sa compagne, chez Dominique Martin-Morin. Ça vient de paraître. Ne me demandez pas le prix parce que je ne sais pas, mais c'est un livre épatant. Alors moi, je vais vous recommander un vieux livre. C'est les mémoires d'Alexandre Dumas, puisqu'on a beaucoup parlé d'Alexandre Dumas. Alors on vous a dit qu'Alexandre Dumas était un exemple d'antiracisme métisseur et de citoyenneté républicaine. Alors je vous en supplie, mais à genoux vraiment, allez dans n'importe quelle librairie, commandez les 2 tomes des mémoires d'Alexandre Dumas dans la collection Bouquins, présentée par Claude Chope. C'est formidable, c'est passionnant, c'est traité d'une façon, d'abord le texte est splendide, et puis le commentaire, l'appareil critique est parfait, il n'y a absolument aucun reproche à faire, c'est quelque chose d'absolument impeccable. T'es dumasien, toi? Ah ouais, totalement, bon. Tu le sais bien. D'ailleurs. Voilà encore un point sur lequel on n'est pas d'accord. Ça se terminera au près ou clair, ça. Et vraiment achetez ce livre, parce que vous allez voir à quel degré d'imposture on en est arrivé le jour de la panthéonisation de Dumas. Est-ce qu'il n'était pas un peu imposteur, Dumas aussi, textes. Non? Attends, pas dans ses mémoires. Lisez les textes qu'il écrit sur, ouvrez les guillemets, les nègres, fermez les guillemets. C'est le mot qu'il emploie lui-même, et vous verrez comment on peut en faire le porte-drapeau de l'antiracisme. C'est à mourir de rire ou mourir de rage. C'est vrai qu'il était quand même, parce que je dis toujours, il était quand même très esclavagiste, parce que c'est quand même le seul carteron de l'histoire de France qui a fait travailler autant de nègres. C'est encore une calomnie, et tu m'en rendras raison sur le prix clair. Merci, il faut qu'on quitte nos auditeurs. Alors on leur souhaite donc bon Noël, joyeux Noël si c'est diffusé le 25. En tous les cas, joyeux octave de Noël. Tous nos vœux, effectivement, l'année la moins mauvaise possible pour 2003. Meilleur que 2002, on peut dire que sachant qu'ils nous retrouveront toujours combatifs au bar de nos journaux et au pilote de nos émissions. Et que Dieu nous garde. Et que Dieu nous garde.